Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, petite analyse du samedi soir, on est en période de trêve internationale donc c'est relativement tranquille sur la chaîne mais petit à petit on va se chauffer et se mettre en route en direction de l'Euro dont le parcours français a pris, je ne vais pas dire un virage inquiétant parce qu'on connaît trop bien le foot, en tout cas on suit trop le foot depuis suffisamment d'années pour savoir que les matchs de préparation, matchs amicaux comme ça, sont pas forcément des reflets pertinents de ce qui va se passer à la fin dans le grand tournoi, mais c'était pas rassurant. Je sais pas à quel point c'est inquiétant, mais c'est pas rassurant du tout. Cette défaite 2-0 contre l'Allemagne à Lyon, au Parc OL, les hommes de Didier Deschamps ont vraiment été dominés dans tous les compartiments du jeu. On n'a pas vu le jour quasiment. Et du coup, ouais, c'est pas forcément super inquiétant. Il faut pas commencer à faire grimper le thermomètre de l'angoisse, mais il y a du travail. Il y a du travail 3 mois avant le début de l'Euro, même un peu moins de 3 mois avant le début de l'Euro, 14 juin. On est tombé contre une belle Allemagne, des Allemands qui, eux, se sont rassurés, alors qu'on voit deux gars qui connaissent bien la Mannschaft, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard. Didier Deschamps a du travail parce que son équipe, bien sûr amputée d'Antoine Griezmann, a souffert face à une Allemagne de Jamal Musiala et de Florian Wirtz qui ont été tous les deux extraordinaires, mais ça c'est un truc qu'on dit depuis un moment sur la chaîne. En vrai, cette Allemagne, même si elle va pas bien, même si 2023 c'était très compliqué, le talent, le réservoir de talent qu'il y a à la maison, ils doivent faire quelque chose de cette opportunité, de cet euro. Et ils ont commencé à montrer des trucs intéressants, à aller dans le bon sens. Avec le retour de Toni Kroos aussi. On va parler des 11, mais très très belle partition récitée par les hommes de Julian Nagelsmann qui se mettent eux un peu plus en confiance que nous. Et on n'a pas été à la hauteur. Ouais. Le 4-3-3 français, c'était Tchouaméni, Zahir Emery, Adrien Rabiot, en l'absence d'Antoine Griezmann, bien sûr, qui était absent et qui ratait, et qui brisait sa série de plus de 80 matchs disputés avec les Bleus. Bappé, aile gauche, Marcus Thuram en pointe, ça n'a pas du tout marché malheureusement. Ousmane Dembélé à droite et une ligne de 4, Lucas Hernandez, Upamecano, Pavard, Koundé, Brice Samba dans les buts. Côté allemand, Musiala et Wirtz sur les côtés, de 10 un petit peu excentrés, Gundogan, Kroos, Havertz, bon, Andrich, ok, mais juste ce quintet là, et Andrich n'a pas été forcément mauvais, mais ce quintet, plus on rajoute Kimmich, la qualité technique qu'ils sont capables de produire sur certaines séquences collectivement, c'était assez fort, et honnêtement, c'était même pas le plus marquant. Le plus marquant, c'était l'attitude. Bon, il y a ce but pour ouvrir le score au bout de 7 secondes de jeu. Ça, c'est pas l'attitude, c'est juste quelque chose de bien travaillé. En vrai, des buts sur engagement, on en voit depuis un moment là dans le foot international ou de clubs avec le PSG de Galtier, qui répliquait un truc que Southampton avait fait à l'époque, je crois, et aussi la Castilla peut-être. Ces buts où le receveur de la passe initiale fait mine de se retourner vers l'arrière, tout le monde prend la profondeur, part, détonne et se retrouve un petit peu. Bon, côté parisien à l'époque, c'était un ballon plus dans la profondeur, dans le dos de la ligne avec Kylian Mbappé. Mais là, infiltration de l'interligne entre les 4 défenseurs et les 3 milieux de terrain. Il y a un bel espace que Kroos, qui faisait son retour en sélection allemande, a trouvé avec son super pied pour Florian Wirtz. Excellent contrôle, il avance sans opposition, va déclencher et marquer le premier but de sa carrière internationale. Bon, ça faisait plaisir, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais Wirtz, c'est un petit gars qu'on aime bien. On parle depuis pas mal de temps sur la chaîne, avec Leverkusen, l'analyse qu'on a fait. Il y a quelques temps, il avait toujours pas marqué 14 sélections avec les A. Aucun but, c'est chose faite après 7 secondes de jeu. Un des buts les plus rapides de l'histoire du foot international. Ça aurait pu être le record, mais je crois que le record est tombé un petit peu plus tôt sur le match de l'Autriche contre la Slovaquie. L'Autriche qu'on va jouer d'ailleurs à l'Euro. Et je suis allé voir si vous n'avez pas vu le but de Baumgartner. Il est violent et il a été marqué au bout de 6 secondes, alors que là c'est plutôt 7 secondes, j'ai l'impression. Mais ouais, bref, but extrêmement rapide signé Wirtz. Un truc que j'ai pas bien aimé sur cette ouverture du score, au-delà du fait qu'on n'était pas préparé du tout à ça, c'est sur le ballon de Toni Kroos, Koundé, Pavard comprennent pas trop ce qu'il faut faire parce qu'il y a Koundé qui sort, mais qui ensuite va revenir. Havertz est libre, il n'y a pas vraiment de compensation parce que Koundé est axial, Pavard va pas forcément aller sur la droite. Et du coup, Koundé sort, mais pas totalement. Et ça permet à Wirtz de déclencher sans opposition. Voilà, on le voit revenir. Après être sorti, on le voit revenir, essayer de colmater plutôt le trou qu'il a laissé à gauche
de l'attaque allemande avec Kai Havertz. Et du coup, ouais, Wirtz peut vraiment déclencher sans problème. La frappe est contrée aussi par Upamecano, ce qui aide pas. Mais bon, c'était mal défendu dans l'ensemble dès le début. On n'était pas prêt. À l'image de ce match, on n'était pas prêt et pas à la hauteur dès le début, un petit peu jusqu'à la fin. Mais ouais, je pense ça, c'est aussi un petit truc dans cette ligne de 4 où Pavard, du coup, était défenseur central. Un petit peu comme ce qui avait bien marché dans un autre match international il n'y a pas trop longtemps. Pavard, Koundé, côté droit, bon, peut-être des ajustements à trouver. C'était un petit peu le cas sur ce but. Après, je trouve qu'en général, c'est surtout la structure défensive d'ensemble qui est pour moi inquiétante, je sais pas, mais il y a quelque chose à revoir parce qu'on était beaucoup trop passif. À un moment, Margoton dit c'est un bloc médian, bien médian, etc. Ouais, c'est bloc médian passif. Et la pire structure défensive, je pense, en foot, c'est le bloc médian passif, ou peut-être le bloc haut passif, mais ça, je sais pas à quel point ça existe. Bloc médian passif où tu es juste là, ok, à la rigueur, l'interligne, il n'y a pas trop d'espace pour mettre les ballons, mais un gars comme Tony Kroos, en artilleur, en quarterback, en lanceur de fusée, il est seul, tranquille, pas du tout cadré. Et tout le monde est bon, c'est très compact sur la largeur. Il n'y a peut-être pas beaucoup de jeux à trouver à l'intérieur. Et c'est vrai que l'Allemagne n'a pas énormément de menaces dans la profondeur, mais je trouvais qu'on laissait beaucoup trop l'initiative du jeu à l'Allemagne et pas assez d'agressivité. Les rares moments d'agressivité qu'on a mis, ça s'est beaucoup mieux passé. Et l'Allemagne, elle, était extrêmement agressive. Ok, c'est du foot international, mais je crois que même dans le foot international en 2024, c'est difficile de ne pas avoir un minimum de pression. On verra à l'Euro, mais je crois que c'est la direction que ça prend. En tout cas, voilà, un gars comme Kroos était vraiment dans un fauteuil, alors qu'à l'inverse, l'Allemagne a pas laissé les milieux français dans un fauteuil. On voit ici sur une transmission de Koundé sur Zaïre Emery, hop, tout de suite, le trio qui se referme et la récupération de balles haute allemande permise par, je crois que c'est Mittelstadt, là le latéral gauche, qui jaillit, qui récupère un ballon dangereux. Derrière, Wirtz accélère. Et ce petit jeu-là, dans l'interligne, entre le milieu où Tchouaméni n'ose pas trop intervenir, et je l'ai trouvé assez pauvre, Gundo, Havertz, ouais, il y a eu des moments où techniquement, on voit que l'Allemagne est capable de produire des choses assez intéressantes. Et Didier Deschamps est inquiet, notamment parce que Wirtz est en train de faire un super match, il enchaîne les dribbles sur son couloir, demi-espace, très très dangereux, super joueur, là ça donne un tir cadré au bout de cette infiltration. Mais moi ce qui m'inquiète le plus que tout, c'est de voir ce bloc sans aucune idée ou intention laisser les clés du jeu à Tony Kroos, qui faisait son retour, dont on connaît la qualité de pied. Moi ça m'a fait un peu penser à un autre match international des Bleus qui remonte maintenant, parce que je crois que c'était avant la Coupe du Monde 2022, si je me souviens bien, un match de préparation ou peut-être de qualification contre le Danemark, et le Danemark de Christian Eriksen, qu'on avait laissé vraiment très libre. Ça se trouve, c'était même... moi, je crois pas que c'était à la Coupe du Monde, je crois que c'était plutôt un match de préparation, ou peut-être de Nations League ou quoi, mais on lui laissait vraiment énormément d'espace pour envoyer ses diagonales, et il en avait mise 5-6, très dangereuses. Je crois que Kasper Dolberg nous avait fait mal sur ce match. Ouais, pour moi, c'est pas normal que Kroos se retrouve comme ça, sans opposition. Il est tellement loin de potentiels joueurs de pression, et il peut aller envoyer ses transversales, obliques, comme ça, nous écarter et nous faire mal sur la largeur. Je crois que si ton idée c'est d'avoir un bloc qui est très compact comme ça sur la largeur et qui laisse un peu les ailes, quitte pour densifier et verrouiller l'axe, bah alors tu peux pas laisser un gars qui peut envoyer des obliques facilement et qui peut élargir le jeu aussi simplement que Tony Kroos sans marquage. Donc je pense qu'il y avait un peu une incohérence dans l'approche et la structure défensive française. Et juste en général, pas un très bon match dans l'attitude où on était beaucoup trop passif et bas. Et face à une Allemagne qui a de la qualité technique, bon, c'est pas la grande Espagne peut-être d'antan, mais franchement, comme j'ai dit, sur certaines séquences de combinaison, Kimmich, Kroos, Gundo, Moussiala Jamal, Wirtz, Havertz, il y a des combinaisons assez dangereuses. Du coup, j'ai trouvé que la structure défensive, c'était le plus inquiétant. Mais après, offensivement, c'était pas top non plus. C'était surtout avant la 20e minute, où on a eu une dizaine de minutes pas trop mal. Bon, en gros, ça se passe via Mbappé. Les accélérations sur le côté gauche, mais il est très déconnecté du reste de l'équipe. Là, il tente un 1 contre 4 un petit peu désespéré. Forcément, c'est une récupération de balle simple allemande. Je pense que Mbappé, peut-être qu'un des enseignements du soir, c'est que ouais, l'absence de Griezmann, ça on le savait, ça allait toujours être un problème, mais Mbappé, Marcus Thuram, Dembélé,
En vrai, Marcus, moi, c'est un gars que j'aime énormément. À l'Inter, cette saison extraordinaire, mais plus un attaquant d'attaque à deux. Avec Lautaro Martinez, c'est vraiment une doublette qui forme. Et je pense qu'il a besoin d'un soutien axial. Je pense que Mbappé a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui peut être davantage un point de fixation vrai neuf, seul neuf, entre guillemets. Alors que là, ouais, j'ai pas senti une grande complémentarité entre les deux. Et je suis pas hyper convaincu par cette triplette. L'entrée de Giroud était pas top non plus, mais c'était dans un match qui était dans l'ensemble déjà joué, compliqué. Je crois qu'il y a un petit peu plus de promesses dans un Mbappé, Dembélé, Giroud, un peu plus complémentaire, et surtout avec un gars qui peut vraiment être le seul neuf, la seule pointe d'un trident offensif. J'ai senti qu'avec Marcus, c'était un peu plus compliqué, ils étaient distants, c'était pas le seul problème aussi parce que peut-être qu'en l'absence de Théo Hernandez, il y a un petit peu moins de débordement côté gauche. Lucas Hernandez, on le voit, est beaucoup plus bas. En l'absence de Griezmann, il manque aussi un relais de demi-espace. Mais typiquement, cette séquence-là, je la trouve assez criante, d'à quel point Mbappé était déconnecté, isolé, aime toujours autant prendre le jeu à son compte, mais là, dans des registres tactiques où c'était un peu voué à l'échec. Donc, difficile. Sur le côté droit, il y a eu des moments, notamment avec Ousmane Dembélé, où la lumière est revenue un petit peu en première période. Là, ça aboutit sur une frappe de Marcus Thuram extérieur de surface, mais 2 minutes plus tard, il fait un petit peu la misère à Mittelstadt. Je crois qu'il a passé 4-5 dribbles quand même, Ousmane Dembélé, sur cette première mi-temps, ou sur le match ou sur la première mi-temps. Malheureusement, Fousscord référençait pas le match, donc j'ai pas les chiffres à vous mettre. Il faisait Angleterre-Brésil, que le Brésil a gagné avec un but d'Hendrick d'ailleurs, que j'ai regardé, qui n'est pas un but fantastique, mais marqué à Wembley à 17 ans, pas mal. Mais il n'y avait pas France-Allemagne, donc j'ai pas pu sortir les stats individuelles. Mais Dembélé a passé pas mal de dribbles, il a fait mal sur son couloir. Et là, une bonne situation qui intervient au bout de cette action. Kylian Mbappé frappe à côté. Ouais, on a eu entre la 20e et la 30e minute, une dizaine de minutes, pas mal. Là, un des rares moments où Mbappé n'est pas trop isolé côté gauche. Il peut s'appuyer sur le dédoublement intérieur de Lucas Hernandez, ensuite aller accélérer. Et il a la meilleure occasion du match côté français, c'est ce petit ballon cadré du coup, stoppé par la main ferme de Ter Stegen, qui est pas trop descendu sur ses appuis. Ça, c'était pas mal. Une dizaine de minutes où on se rebiffe un peu et je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose, surtout que je vois dans la structure défensive plus d'agressivité. Ok, le bloc, il est moins compact sur la longueur, il est un petit peu plus étiré, mais on a des porteurs de balles qui sont davantage mis sous pression. Là, Toni Kroos qui essaye de se mettre aux côtés des deux centraux pour relancer plus sereinement, il est pris par, il me semble que c'est Dembélé qui vient le serrer comme ça. Alors, c'est pas top parce que Marcus Thuram contrôle pas trop, verrouille pas trop le gars qui est derrière lui, Andrich. Ça, il faut mieux faire. Parce que du coup, Kroos, ok, il est serré, mais il a la qualité pour aller mettre un petit ballon là et briser la ligne de 3. Hop, 3 joueurs éliminés d'un coup par Andrich qui est trouvé dans l'interligne. Ok, ça fait un peu flipper. Mais derrière, pas mal, parce que Andrich essaye d'aller trouver, il me semble que c'est Wirtz côté gauche comme ça, et Pavard sort avec beaucoup d'agressivité, d'impact. C'est Wirtz ou Havertz, mais je dirais Wirtz, parce que ça, je pense que c'est Havertz et la Musiala. Beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité, beaucoup plus que ce qu'on a vu sur les 20 premières minutes. Et ballon récupéré par l'équipe de France, c'est cool, c'est top. Quand on met un petit peu plus d'intention sur notre structure défensive et un petit peu plus de punch et de hargne, finalement, on peut se mettre au niveau de cette Allemagne sur ce qu'elle propose sur la première demi-heure de jeu. Alors après, le problème, c'est qu'eux, ils ont continué à le faire, avec des fautes parfois avec un petit peu de vice, comme Kroos, qui est 3-4 fautes, je pense, dans ce match au moins. Mais ils l'ont tenu pendant 90 minutes, cette agressivité, alors que nous, pas trop, on voit 35e, on est déjà repassé sur ce bloc bas, médian, mais assez passif. Pas trop d'agressivité, le porteur pas du tout cadré, Andrich qui peut aller sortir cette passe, plat du pied, tranquille, sans opposition, entre Marcus Thuram et Kylian Mbappé, ça c'est pas top. Et ouais, dans l'interligne, il y a 3 Allemands, dont Musiala, qui s'est positionné là dans l'intervalle entre Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Trop facile. 2 milieux de terrain que j'ai trouvé en difficulté. Tchouaméni et Zaïre-Emery, malheureusement pour Warren, dans la foulée de sa première convocation, sa première cape, qui s'était bien passée jusqu'à sa sortie sur blessure, là, pas top. Et Tchouaméni, compliqué aussi malheureusement. Peut-être un cas de un être vous manque et tout est dépeuplé avec Grisou, mais difficile, ouais. Pas top, et Musiala servi là dans l'intervalle, peut aller accélérer, transmettre un petit ballon, je crois que c'est à Havertz. Heureusement, et c'est peut-être un des manques de cette Allemagne, parce qu'ils l'ont pas sur ce 11 et ils l'ont pas non plus en sortie de banc. Füllkrug, c'est pas ça.
Havertz, bien sûr, c'est pas ça. Il leur manque un petit peu de qualité dans la profondeur. Thomas Müller aussi, qui est entré en seconde période, c'est pas ça. Il leur manque un peu de qualité dans la profondeur. Sinon, ça pourrait être une équipe effrayante. Parce que la qualité technique collective, le jeu de combinaison, ça c'en est une illustration, mais il y en a eu d'autres. Ils sont pas mal là-dessus. Il leur manque juste, s'ils avaient une pointe plus tranchante, il n'y en a pas tant que ça hein, dans le foot mondial, et il n'y en aura pas tant que ça à l'Euro, encore moins vu que la Norvège ne s'est pas qualifiée. Mais avec ça, il pourrait vraiment, vraiment être effrayant. Bon, cette séquence aurait pu aller un petit peu plus loin, mais c'est bien contrôlé par le retour d'un défenseur français. Mais voilà, on s'est fait dominer, première mi-temps à oublier totalement, et il faut revenir avec de nouvelles intentions en seconde. Le problème, c'est que dès le retour des vestiaires, 48e minute de jeu, on est étiré sur le côté, Wirtz s'accélère et il fait très très mal à Koundé en rentrant intérieur. Super petit ballon par-dessus pour la course. Il est parti à la limite du hors-jeu, c'est dans la profondeur, pas avec une grande vitesse, mais simplement parce qu'il est capable de faire ses mouvements très très intelligents. Musiala élimine Brice Samba, centre en retrait pour Kai Havertz. Ça fait 2-0, une passe D pour Musiala, un but pour Florian Wirtz. Et deux jeunes qui ont brillé sur ce match. Mais Havertz a été bon aussi, Kimmich a été bon, Gundo a été bon, Kroos a été excellent. Donc ouais, c'est une top équipe de foot. Et le renouvellement mené par Nagelsmann sur ce rassemblement, peut-être va porter ses fruits. Je veux dire, bon, je suis pas spécialement attaché à l'Allemagne, mais ça me fait plaisir dans le sens où il y a beaucoup d'équipes que j'aime, beaucoup de joueurs que j'aime dans cette équipe, et j'ai envie qu'ils arrivent à leur Euro avec qu'ils soient un peu intéressants. Et après, j'ai envie qu'on les batte en finale, bien sûr, à Berlin, mais j'ai envie qu'ils aient, j'ai pas envie qu'ils flopent en vrai. Et j'ai envie qu'ils nous proposent des matchs de haute qualité technique collective comme ce qu'ils sont capables de faire. Il y a eu des séquences là, Rudiger qui joue, ça s'appuie sur Musiala. Musiala et Kroos, très très bonne entente entre les deux. Là, dos au but, il remet sur Kroos, Kroos qui s'appuie sur Kimmich, jeu en triangle, Kimmich qui retrouve Musiala, qui dépose juste en petit relais comme ça, troisième homme pour Kroos, qui va aller chercher ensuite côté gauche, avec son pied gauche, le côté gauche, ballon enroulé comme ça pour Mittelstadt. Ça tourne très très bien. C'est une machine superbement bien huilée. Et il y a des séquences assez délicieuses. Donc franchement, belle Allemagne. Et ça ressemble à une belle équipe. Surtout que foot international, c'est pas toujours très fréquent de voir de belles séquences collectives sur du jeu de possession. Mais là, ça a été le cas. Et on a aussi on est aussi un peu coupable par rapport à ça parce qu'encore une fois cette approche là c'est pas assez bon, c'est pas assez agressif, c'est trop passif et j'ai pas aimé, ça m'a pas plu, j'ai passé un mauvais samedi soir. Peut-être les rares moments de lumière qui viennent de Kylian Mbappé sur le côté gauche, mais encore une fois, c'est très déconnecté du reste. Genre là, sur cette séquence, 57e minute, il passe 3 dribbles consécutifs, un derrière la jambe, ensuite je crois, il met un petit pont à Rudiger, pas sûr, et ensuite un troisième là sur Kimmich, mais son centre, il n'y a personne à la réception, absolument personne. Dembélé est loin, Thuram n'est pas dans l'action, Zaïre Emery est en retraite, de manière c'est pas lui qui va aller couper des centres aussi proches du but comme ça. Mais ouais, un Kylian Mbappé relativement vivace, mais très très déconnecté du reste du 11. Je pense que c'est de la faute de tout le monde, c'est la faute du 11 et du secteur offensif, mais peut-être aussi de la sienne, de s'être moins ancré ou incrusté dans des séquences collectives, dans des mouvements collectifs. Il a essayé de faire des choses sur son côté, mais c'était une partition un peu en soliste, donc à la fin très très inefficace. L'Allemagne, elle, continue à récupérer des ballons hauts. Qui est-ce qui est pris ici ? Je sais pas, mais simplement il y a du jeu de combinaison avec, je crois que c'est Andrich qui trouve Wirtz en appui pour Gundo et ensuite Kai Havertz. Voilà, il n'a pas suffisamment de qualité dans la profondeur pour transformer ça en une situation de 1 contre 1, mais il a suffisamment de qualité pour résister à l'impact et transmettre un autre petit ballon triple 1-2 à Gundo, qu'il a repris finalement, il me semble, par le retour de Théo Hernandez. Mais ouais, il y a de bons mouvements. Alors que côté français, on a eu beaucoup de mal à faire vivre le ballon. Et j'ai vu un Tchouaméni en grande peine. Alors que pourtant, j'aime bien Aurélien. Et je trouve qu'en équipe de France, bon, il a montré ce qu'il était capable d'apporter. Même, je sais pas, le match contre l'Angleterre, par exemple, ne serait-ce que celui-là, il n'y a pas longtemps. Je compte sur Tchouaméni encore en tant que titulaire. Mais ça, c'était vraiment une nuit à oublier pour lui. Et là, il est repris par de la pression haute, s'écroule, s'affale. Et il y a une séquence très très dangereuse pour l'Allemagne.
À la fin, ils nous ont fait très mal. Brice Samba sort 3 arrêts consécutifs là sur cette action, si vous en souvenez. Et sans avoir été irréprochable, notamment sur le second but, et je pense qu'avec un moins bon gardien dans les cages, on en prend peut-être 3. Et 3 à la maison contre l'Allemagne, ça aurait vraiment piqué. Donc pas top, hein. Les gars, on va pas se mentir, pas top. Et pas rassurant. Zahir Emery, pas excellent. À l'image de sa passe un peu moins bonne récemment. Giroud, je pense qu'il y a plus de... Giroud à la place de Marcus Thuram. Marcus Thuram, on va dire, a pas marqué de points, c'est clair. Mais bon, on espère que ce sera mieux contre le Chili dans 3 jours. Il y aura également une analyse, bien sûr. Et je vais vous laisser là-dessus, parce qu'on va pas faire une demi-heure sur ce match. Mais ouais, je crois que le Willou allemand est en train de a passé un excellent week-end. Le Willou français c'est pas comme si j'avais une partie de moi allemand, mais j'ai la personne qui fait les vidéos un petit peu comme moi et qui est germanophone, que je connais pas, mais j'imagine qu'il y en a un. Lui, il doit kiffer, et moi, je kiffe pas trop. C'est le foot, on n'a pas été bon, et on sera sans doute bien meilleur dans 3 jours, je l'espère. Peut-être que c'est aussi ce qu'il faut, un petit peu de se remobiliser mentalement, parce que ça arrive vite, hein, ça arrive vite. Mine de rien, voilà, on arrive en avril, il y a les quarts de Champions, puis après, vite, la saison va se conclure, et il faudra être au rendez-vous parce qu'on veut gagner cet euro, et on a la qualité individuelle pour être au moins dans le top 2 des favoris. Ouais, cette équipe de France a un statut, et elle doit faire beaucoup mieux que ce qu'on a vu ce soir. Passez un très bon samedi soir, enfin un bon dimanche plutôt, les amis, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour l'analyse de France-Chili, je pense. Prenez soin de vous, et bonne nuit. Bisous.